Voilà, monsieur, bonsoir et bienvenue aux 19h de ce 13 mai. À la une de l'actualité, la diaspora algérienne à l'honneur. Plus de 250 experts universitaires et membres de la société civile débattent des moyens de l'implication des Algériens de l'étranger pour le développement du pays. On parlera traitement des déchets dangereux dans une unité d'incinération à Blida. 6 tonnes de déchets. Les hôpitaux, cliniques et certaines usines principalement sont détruits quotidiennement selon des normes précises. Zoom sur le travail des douanes dans le grand format de l'édition. Nous suivrons plusieurs équipes en mission dans différentes situations. La formation, un élément clé dans la mission de ce corps. Initiation à la plongée sous-marine dans notre journal. Nous irons à Tamenfoust à la rencontre de passionnés de ce sport. L'association propose également des activités aux personnes aux besoins spécifiques. Et de la musique et de la danse classique, le temps d'une représentation du célèbre ballet russe Igor Moïseïev. La troupe a émerveillé le public de l'Opéra d'Alger. Magie et grâce étaient au rendez-vous. Ce sera à la fin de notre édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, décès de l'ancien président du Conseil constitutionnel Tayeb El Aïs ce samedi à Oran, à l'âge de 75 ans. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, présente ses condoléances à la famille du défunt, priant Dieu de lui accorder miséricorde et à sa famille patience. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons. Le défunt a été inhumé cet après-midi après la prière d'Al-Asr au cimetière de Ain el-Baïda à Oran. De nouvelles réactions à la résolution adoptée par le Parlement européen au sujet de l'Algérie. L'Union des parlements des États membres de l'OCI estime qu'il s'agit d'une ingérence dans les affaires intérieures de l'Algérie. Via son secrétaire général Mohamed Khouraïchi-Niasse, l'organisation condamne la résolution et appelle là de nouveau le Parlement européen à respecter la souveraineté de l'Algérie et de l'ensemble des pays de l'UPCI. Je le disais en titre, la diaspora algérienne à l'honneur au CIC ce matin. Pas moins de 250 participants de tous les secteurs d'activité réunis pour débattre du rôle des compétences algériennes à l'étranger et les moyens d'en faire des acteurs pour un développement national et durable. Mariam Damis pour les détails. Une soixantaine de chercheurs algériens ont pris part à ce colloque national sous le thème « Les compétences de la diaspora algérienne », pilier d'un développement national global et durable. Je suis venu ici pour aider mon pays et aider El Kafa'at à faire entendre leur voix. On espère que ça donnera des résultats qui seront bénéfiques au pays. On est venu aujourd'hui avec d'autres compétences qui viennent de l'extérieur et pour se réunir avec les compétences locales. Et on essaye en fait de débattre ce qu'on pourrait faire ensemble comme compétences internationales et nationales pour avancer l'Algérie vers l'avant. Une occasion pour se pencher sur plusieurs thèmes d'actualité allant de la sécurité énergétique et environnementale à la transformation numérique ou encore l'intelligence artificielle. C'est une opportunité pour un partage d'expériences à propos de la transformation numérique, de l'IA et de la sécurité alimentaire. Le but principal de ce colloque est de mettre en relation la communauté algérienne établie à l'étranger avec la mère patrie pour leur permettre de contribuer au développement du pays. J'ai une proposition dans l'agriculture durable. J'ai un polymère qui s'appelle le hydrogel. Je n'ai pas pu parler avant sur ce projet. Maintenant, après 10 ans et après 10 ans d'expérience avec mes étudiants, des doctorants et des masters, on a des résultats qu'on a obtenu maintenant. Je peux parler et je peux dire qu'avec ce produit, on peut réduire la quantité d'irrigation jusqu'à 50%. On a des projets dans différents domaines, comme le domaine de notre identité de club, c'est l'électronique.
Par exemple, aujourd'hui, on a présenté des drones spécialisés en agriculture et détection d'incendies qui peuvent être des solutions industrielles et des solutions en intelligence artificielle, c'est le domaine de notre cycle, par exemple pour des solutions d'intelligence artificielle. Activant dans différentes disciplines, ces chercheurs représentent pas moins de 17 pays, ont profité de l'occasion pour partager leur expérience et ont répondu à l'appel de la mère patrie, décidés à mettre leurs compétences au service de leur pays. Agriculture saharienne Al-Mnira Wilaya qui s'apprête à lancer sa campagne moisson-battage. Des mesures ont été prises pour résoudre le problème du stockage des céréales notamment. L'acheminement est également pris en charge par les coopératives et l'OAIC. Mustafa Hethet, Walid Yousfi. La campagne de moisson-battage se prépare en grande pompe à Mnira, une wilaya largement connue pour sa production agricole et qui s'est dotée cette saison du matériel agricole nécessaire pour le bon déroulement de cette campagne. Nous avons réceptionné 10 moissonneuses, 3 transporteurs, 3 tracteurs et 160 engins. Des machines qui permettent de collecter et de transporter toute la récolte céréalière de cette saison. Et c'est justement ici, dans cette antenne locale de la CCLS, que la saison moisson-battage est organisée, une unité qui accueille plusieurs dizaines d'agriculteurs par jour. Je suis venu ici pour voir ce que la CCLS propose comme matériel. Il y a un service chargé de recueillir les demandes des agriculteurs qui ont besoin de matériel pour la moisson. Tous les céréaliculteurs ouvrent droit au transport gratuit de leurs récoltes de la ferme agricole jusqu'au point de ramassage. La wilaya de Mnira produit généralement une quantité importante de céréales qui dépasse nos besoins. Ce qui fait de Mnira une wilaya à fort potentiel céréalier. Cette saison, 14 000 hectares de terres agricoles ont été rajoutés pour ce type de culture. Grâce à cette extension, nous espérons dépasser les 700 000 hectares de céréales en termes de production. Une production prometteuse qui devrait répondre aux besoins de Mnira et des wilayas limitrophes en matière de céréales. Un village agricole verra bientôt le jour dans le sud de Khanchla. El Brag, qui connaît un taux d'avancement important, a pour but d'améliorer les conditions de travail des agriculteurs de la région équipés de toutes les commodités. Il évitera à ses habitants les déplacements inutiles, nous dit Abdelrahman Chebah, commentaire de Majda Jahmoun. Ce village agricole situé à Babar, dans le sud de Khanchla, confirme le nouvel essor que connaît le secteur de l'agriculture dans cette wilaya. Un village qui vient améliorer le cadre de vie des habitants de la région, notamment celui des agriculteurs qui n'auront plus à parcourir de longues distances pour rejoindre leur exploitation agricole. Les agriculteurs effectuaient de longs déplacements pour rejoindre leurs exploitations. Maintenant, il nous est plus facile de nous déplacer. Cela nous fait gagner un temps précieux. La présence de la protection civile sur les lieux est très importante. Ils pourront intervenir rapidement si un incendie se déclenche. Implanté au cœur des exploitations agricoles, ce projet est un acquis pour les agriculteurs qui bénéficieront ainsi de plusieurs infrastructures telles une polyclinique, une unité de protection civile ainsi qu'une centrale électrique. Une importante enveloppe financière a été allouée pour la réalisation de ce projet qui comprend 520 km de pistes agricoles et un réseau 1000 km de câbles dédiés à l'électrification agricole. Plusieurs terrains ont été aménagés pour la construction de nouveaux logements également. Les villages agricoles contribueront ainsi à améliorer les conditions de travail des agriculteurs qui pourront augmenter leur rendement, mais aussi ils permettent d'encourager la jeunesse à retourner au travail de la terre.
L'investissement soutenu à la faveur de la nouvelle loi, mais aussi la levée d'entraves sur de nombreux projets. L'exemple ce soir à Msila avec un laboratoire de fabrication de médicaments ou encore une usine qui produit des pièces de rechange lancée prochainement. Yassine Qash, Majda Jahmoun. Région à vocation agropostale, Msila est en passe de se forger une place dans l'échiquier industriel national, notamment à travers l'entrée en activité de plusieurs unités de production, à l'image de ce laboratoire spécialisé dans la production des médicaments génériques. Ce laboratoire est à 100% algérien. Il est le premier au niveau de notre wilaya. Il est spécialisé dans la fabrication de médicaments, notamment les antibiotiques, sous la forme sèche, bêta, lactamine, forme gélule et galénique pour les suspensions buvables. Notre capacité de production dépasse les 17 millions d'unités annuellement. L'industrie automobile n'est pas en reste. En effet, une importance particulière est accordée à la sous-traitance qui demeure un des facteurs clés, notamment pour augmenter le taux d'intégration. Ce nouveau projet de fabrication des pièces de rechange de poids lourds en est la preuve. Notre usine est parvenue à fabriquer toutes les formes de tambours, des camions, les disques de frein, les volants moteurs et plusieurs autres pièces. Cette usine est une réelle fierté pour nous et un véritable acquis qui non seulement va contribuer au développement de l'industrie automobile en Algérie, mais aussi à l'amélioration du taux d'intégration. L'autre fleuron de l'industrie locale à Msila n'est autre que cette entreprise spécialisée dans la fabrication des canalisations destinées au dessalement d'eau et compte même partir à la conquête du marché international. Vous allez exporter toute cette quantité au Sénégal? Oui, en effet. Environ 10 km, c'est bien ça. Et ces conduites seront utilisées en quoi? Elles seront utilisées dans le renouvellement des réseaux de désinfection sanitaire à Dakar. 23 projets finalisés et bénéficiant d'autorisations d'exploitation exceptionnelles susceptibles de générer plus de 2000 postes d'emploi. Et on se penche à présent sur le traitement de déchets dangereux. La mission d'une unité d'incinération à Blida, elle détruit en moyenne 6 tonnes de déchets chaque jour. Des déchets principalement générés par les hôpitaux, les cliniques et certaines usines. L'opération se déroule dans le respect des normes environnementales, nous dit Walid Yousfi dans ce reportage. 325 000 tonnes. C'est la quantité de déchets spéciaux et dangereux enregistrés par l'Algérie annuellement. Des déchets qui doivent être recyclés ou détruits suivant certaines normes et des procédures strictes. Dans cette unité de traitement à Blida, ils sont traités avant d'être soumis à un processus de destruction à plus de 1200 degrés Celsius. On fait l'incinération, puis la destruction. Tout court, on fait la destruction. Tout ce qui est des produits périmés, les dasseries, l'acide liquide, on fait la destruction même liquide. Voilà. Normalement, le tri, ça se fait là-bas. On organise uniquement le stockage des produits. C'est-à-dire, si c'était la laine de bois, tu as la place là. Si c'était les radioactifs, tu as la place là. Et ainsi de suite. Entre médicaments périmés, réactifs ou produits chimiques, cette unité traite en moyenne 6 tonnes de déchets spéciaux par jour, le tout avec un matériel spécialement conçu pour réduire au maximum les rejets atmosphériques. On doit d'abord déterminer l'origine des déchets dès leur réception et voir s'ils peuvent être incinérés directement ou nécessitent un traitement. Le traitement en question dépend de la nature de chaque déchet. Il y a des huiles qui doivent être diluées pour éliminer la viscosité. D'autres déchets assez lourds doivent d'abord être broyés. Une fois toute l'opération achevée, les déchets sont récupérés sous forme de cendres. Ils sont ensuite réutilisés pour la fabrication de ciment et autres matériaux de construction. Et on arrive au grand format du week-end consacré cette semaine aux douanes algériennes. Leur travail exige une connaissance et une maîtrise parfaite des procédures douanières et une grande vigilance. Le rôle de la formation est ainsi primordial pour une efficacité des interventions. Reportage signé Raouf Hamouche. Nous sommes au niveau du poste de contrôle de l'aéroport international de Constantine Mohamed Boudiaf. Ici,
tout passe au peigne fin. Principale mission des douanes algériennes, assurer la sécurité des voyageurs. Alors souriant, rahbou bina bien, qadrouna, agabna bien. Donc on a njibo les bagages, vraiment très bon professionnel au top. Notre mission, c'est de veiller de jour comme de nuit pour assurer la protection des citoyens et de l'économie nationale. Lutter contre la fraude sous toutes ses formes, autant de défis relevés grâce à une formation adaptée aux exigences et mutations actuelles et la prolifération des réseaux criminels internationaux. Nous venons de procéder à une inspection complète et totale d'un conteneur. La priorité est donnée aux marchandises susceptibles de porter atteinte à la sûreté ou à la santé publique. Pour ma part, j'ai suivi une formation spécialisée à l'école des douanes de Annaba, où j'ai eu l'occasion de perfectionner mon travail quant à la lutte contre les fraudes commerciales. Plus rien d'illicite ne doit filtrer à travers les barrières douanières. À l'instar de l'aéroport, ces agents de contrôle assurent la même mission au niveau du port comme ici à Alger, sachant que le port d'Alger accueille quotidiennement quelques 400 conteneurs. Les services des douanes ont aussi modernisé leur réseau informatique, permettant un traitement plus efficace et plus rapide des informations. Objectif, protéger l'économie nationale. Alors, les formalités douanières, très vite. Agréablement surprise. Franchement, vous êtes au top. Et c'est mieux, madame. S'il vous plaît, attendez le banc sortie à la police et le banc sortie à la douane. Je suis fière de faire partie de la grande famille des douanes algériennes. C'est un rêve depuis que j'étais toute petite. Je conseille vivement aux Algériens de se pencher sérieusement sur la fonction de douanier, car c'est un honneur de protéger ses concitoyens et l'économie nationale. Ces mêmes agents douaniers sortent directement des écoles de formation douanière. L'exemple ici à Betna, qui prodigue une formation de base aux nouvelles recrues dans le grade d'agent de contrôle. L'école des douanes de Betna assure la mise en œuvre de l'application du programme de formation de la Direction générale des douanes ici du plan stratégique 2022-2024 basé sur l'approche compétences, évaluation des compétences des agents des douanes en vue d'améliorer la compétence théorique et professionnelle des agents des douanes. Ici, les stagiaires de l'école bénéficient d'une formation de base paramilitaire avec un volume horaire avoisinant les 270 heures. Cette école et les 6 autres réparties à travers le territoire national relèvent du Centre national de formation douanière. Le Centre national de formation douanière est un service extérieur de l'administration des douanes à compétence nationale. Il est chargé principalement d'exécuter la politique de formation de la Direction générale des douanes, et ce à travers notamment l'organisation des différents cycles de formation inscrits au titre de plan de formation de la Direction générale des douanes, l'élaboration et la production des supports pédagogiques destinés aux différents types de formations organisées au niveau du CNFD, la participation à l'organisation des concours et examens de recrutement organisés par la Direction générale des douanes, l'organisation des séminaires, journées d'études en partenariat avec l'environnement extérieur de l'administration des douanes. Ça, c'est les principales missions du Centre national de formation douanière. La vigilance est de mise et la sécurisation de nos frontières plus qu'indispensable. La coordination étroite entre les différentes institutions et corps constitués chargés de la sécurisation des frontières nationales devient plus qu'indispensable pour sécuriser nos frontières et protéger notre économie. À l'étranger, les agressions sionistes contre les Palestiniens sont quasi quotidiennes. Des attaques à Jenin, à Tolkalam et dans plusieurs villes de la bande de Gaza ont été exécutées ces derniers jours par les forces d'occupation, faisant pas moins de 37 morts. Il s'agit de la semaine la plus meurtrière depuis le début de l'année et on s'attend à une nouvelle escalade des violences les jours à venir à Malbourg. Les agressions sionistes contre Gaza n'ont laissé que décombres et désolation.
Ces scènes d'horreur, retransmises par de nombreux médias dans la télévision algérienne, dévoilent au monde entier les crimes contre l'humanité perpétrés en toute impunité par l'occupant sioniste. Les Palestiniens en deuil vivent actuellement la semaine la plus meurtrière de l'année 2023, avec en moins 37 personnes, dont des femmes et des enfants, tombés en martyrs à la suite d'attaques sionistes, en plus de plusieurs dizaines de blessés à Jénine et dans plusieurs villes de la bande de Gaza. Les raids sionistes ont également entraîné d'importants dégâts matériels et endommagé près de 1000 habitations, dont une cinquantaine de logements palestiniens totalement démolis et 940 autres endommagés, selon un responsable palestinien. La valeur initiale estimée des pertes dans le secteur du logement s'élève à environ 5 millions de dollars. Le secteur agricole a lui aussi été lourdement touché, avec des pertes directes supérieures à 3 millions de dollars. Une situation d'autant plus exacerbée par la fermeture continue des points de passage de la bande de Gaza pour le 5e jour consécutif, empêchant l'entrée notamment des médicaments. Les patients sont eux aussi empêchés de partir se faire soigner dans les hôpitaux de Cisjordanie. Ces attaques sionistes interviennent à la veille de la commémoration du 75e anniversaire de la Nekba, la tragédie du 15 mai 1948, lorsque 750 000 Palestiniens ont été expulsés de leurs terres et leurs maisons totalement détruites. Au Soudan, les combats se sont poursuivis malgré un accord entre les deux parties en conflit. Raids aériens, combats de rue et explosions ont fait trembler ce samedi Khartoum, alors que des engagements avaient été pris par l'armée et les forces de soutien rapide pour la protection des civils. Il était question également d'acheminer de l'aide humanitaire. Des tractations sont par ailleurs pour un cessez-le-feu sont au programme. Depuis le 15 avril, plus de 750 morts, 5000 blessés et plus de 900 000 déplacés et réfugiés ont été enregistrés. Les opérations militaires se poursuivent le long du mur de la honte, également au Sahara occidental, et ce depuis l'agression marocaine à El Guerguerat. Les unités de l'armée de libération sahraoui ont mené de nouvelles attaques ciblant les forces de l'occupant marocain dans les régions de Doumes, dans le secteur de Begari, et dans les régions de Fedret El-Ash, le nord de Glib Diret, et Rous Afdar dans le secteur de Haouza. Nouveaux efforts, plutôt le président vénézuélien Nicolás Maduro a réitéré le soutien d'effectifs de son pays au peuple sahraoui et son représentant unique et légitime, le Front Polisario, et ce à l'occasion du 50e anniversaire de la création du Front Polisario. À cette même occasion, le président sahraoui Brahim Ghali a reçu un message de félicitations de la part de son homologue Nicolás Maduro. Retour dans le pays pour parler orthophonie, une spécialité qui a beaucoup avancé dans le monde. L'Algérie n'est pas en reste puisque les spécialistes du domaine proposent aujourd'hui des soins modernes à l'aide de méthodes thérapeutiques innovatrices. Ces thérapies révolutionnaires, ou plutôt révolutionnent la pratique de la discipline. Yamina Saïdji nous en parle dans ce reportage. L'orthophonie a connu ces dernières décennies de grandes avancées en Algérie. Les troubles du langage et de la communication sont devenus motifs de consultation de plus en plus fréquents. La Société algérienne de l'orthophonie œuvre à promouvoir la pratique de l'orthophonie et sensibiliser le grand public aux troubles de la communication à travers son unité de recherche en neurosciences cognitives, orthophonie et phoniatrie. Cette décennie est marquée par le fait que le concept clé, c'est l'innovation. Eh bien, c'est de l'innovation dans la mesure où le soin que nous créons est un soin inscrit dans l'actualité, qui est les neurosciences cognitives. C'est un soin qui est une innovation pour 3 raisons. La première, c'est qu'il repose sur une théorie thérapeutique cognitivo-comportementaliste adopté par les États-Unis, donc pour la psychologie, et nous l'adoptons pour le soin orthophonique. Donc, c'est un soin novateur. La thèse thérapeutique qui sous-tend la prise en charge, la rééducation des pathologies
verbale et cognitive. Les 18 équipes de l'unité développent des soins novateurs à travers leurs travaux de recherche et travaillent en étroite collaboration avec les institutions gouvernementales et non gouvernementales pour objectif d'améliorer la qualité des soins dans le domaine de l'orthophonie. Alors les 18 équipes sont composées de médecins, de linguistes, d'orthophonistes, de neurobiologistes, bien sûr de psychologues et d'informaticiens spécialisés en intelligence artificielle. Et ils développent justement le soin neuroscientifique et ils sont en constant échange avec l'international. Et le Zoom nous facilite énormément, le e-learning nous facilite énormément le lien avec les pays comme l'Australie, la Russie, la Chine, les pays d'Europe, les pays anglo-saxons, africains, etc. L'unité de recherche est composée de praticiens, d'enseignants, de chercheurs et d'étudiants spécialisés, ce qui en fait une organisation clé dans le développement et la promotion de l'orthophonie en Algérie. Et on vous propose à présent une initiation à la plongée sous-marine. Emali Siridir a tenté de connaître les raisons de l'engouement pour cette discipline. C'était à Tamenfoust où une association propose également une initiation à l'handi-plongée. Explication dans ce reportage. Envie de découvrir un autre monde? C'est parti pour une expérience plus que merveilleuse. Une expérience unique que vous n'êtes pas prêt d'oublier. La plongée sous-marine vous emportera dans les profondeurs du Grand Bleu et vous fera rêver. Je ne pourrais décrire ce qu'il y a sous l'eau. C'est vraiment très agréable de découvrir les fonds marins. C'est très apaisant de pratiquer cette activité. Ça donne vraiment une sensation merveilleuse sous l'eau, une sensation d'apesanteur qui mène personnellement, je peux dire que ça ressemble vraiment à voler, juste sous l'eau, avec le bleu du ciel et le bleu profond, abyssal en dessous de nous. Et bien sûr les reliefs, les paysages, la faune, la flore sous-marine. À chaque plongée, on découvre un truc nouveau, on explore et c'est vraiment un plaisir, un sentiment agréable. Exploration et forte sensation, mais surtout découverte d'un monde fascinant et souvent mystérieux, peuplé de créatures belles et différentes et des coins et recoins d'une beauté époustouflante. Quand on descend sous l'eau, c'est tout un autre monde et c'est magnifique. Beaucoup d'espèces qu'on ignore l'existence, donc c'est magnifique. Et il y a aussi des espèces qui sont qu'on peut trouver sous l'eau qui sont indicatrices de pollution. C'est des bioindicateurs de pollution qui aident à gérer les écosystèmes et faire en sorte que tout va bien. Justement, le Club Récif est bien plus qu'un simple centre de loisirs, car en plus des multiples actions pour la protection de l'environnement, il propose une expérience de plongée unique et émouvante pour des enfants atteints de handicap. On est une association de plongeurs et on vise surtout des actions pour la protection de l'environnement, le recyclage et on a aussi une section handi-plongée, c'est-à-dire rendre accessible la plongée sous-marine pour les enfants à besoins spécifiques. On leur fait des baptêmes en piscine bien sûr et même des formations adaptées et spécialement conçues pour eux, avec des moniteurs formés. Pour ceux qui ont l'audace d'explorer les fonds marins, la plongée sous-marine offre une expérience qui mélange l'excitation de l'inconnu avec le calme et la tranquillité de l'environnement sous-marin. C'est une aventure qui, une fois essayée, ne sera jamais oubliée. Et on termine notre journal en musique et de la danse classique exécutée par le célèbre ballet russe Igor Moïseyev. Dans la capitale pour 4 soirées, la troupe a émerveillé le public de l'Opéra d'Alger. Une prestation pleine de magie et de grâce à laquelle Lamia Boudebouda a eu la chance d'assister. Elle nous fait le compte rendu. Moïseyev est considéré comme le plus grand chorégraphe de danse traditionnelle du XXe siècle. Le ballet portant son nom a été créé en 1937. Surnommé l'artiste du peuple, il passera une vie entière à sillonner la Russie et le monde pour nous transposer les pas de danse de différentes cultures. Donc Igor Moïseyev a créé un troupe professionnel
en 1937. Et même vous pouvez voir qu'il y a les danses qui a été présentée en 1937. C'est comme la lutte des deux enfants qui a été bien accueillie par le public algérien. Des tableaux de danse où se sont succédés les danses russes, kalmoks, moldaves, caucasiennes ou même les danses folkloriques argentines et grecques. J'ai beaucoup aimé, c'est un spectacle de haute facture, la chorégraphie magnifique, les danses traditionnelles russes nous ont permis de voyager à travers la Russie. Vraiment, c'est un ballet à voir et à revoir. J'ai adoré. Tout cela pour le plus grand bonheur du public algérien qui restera scotché et émerveillé durant les 100 minutes de spectacle. شفنا اليوم spectacle, écoutez, c'était le ballet, un ballet russe, c'est très très beau, écoutez, beaucoup de créativité, il y avait de très belles chorégraphies, c'était très très beau, écoutez, les événements qui m'aident, inchallah, Le footballeur est un ballet futuriste où un match est joué sur une musique de Victor Oransky. Un jour sur un navire, dans ce tableau, les danseurs reprennent les gestes d'une salle de machine avec une coordination des gestes et des pas chronométrés à la seconde près. C'était formidable, شفنا la danse تاعهم, les habits, الحوايج اللي كانوا لابسينهم, vraiment c'était formidable. Le ballet Moïseyev nous a fourni une prestation de haute facture. Le temps d'une soirée, il aura été le brillant ambassadeur de la culture russe. Sachez que vous pourrez retrouver encore deux représentations. Le ballet Igor Moïseyev, ce sera ce soir et demain à l'Opéra d'Alger, Boualem Bessaïa. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.